Ibrahim Sanogo, le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique du renouvellement de l'intelligence. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kabouré et merci de me recevoir. Bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, on parle aujourd'hui du renouvellement de l'intelligence. Déjà, c'est quoi pour vous quand on parle d'intelligence? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez voir que j'aime citer le livre Banaliser le succès de Abdul Karim Bandé qui définit la connaissance en 3 triptyques, donc connaissance, sagesse, intelligence. Donc connaissance qui est recevoir de l'information, sagesse qui est comprendre l'information qu'on reçoit, et puis intelligence c'est de savoir utiliser l'information ou la connaissance. Donc l'intelligence en vrai c'est savoir utiliser une connaissance ou une compétence que nous avons. D'accord? Et donc à ce stade, on est dans le stade de l'intelligence. Il y a d'autres théories qui expliquent bien cette manière d'acquisition de l'intelligence, cette façon d'apprendre. J'invite ceux qui veulent la rechercher sur la taxonomie de Bloom, qui en parle également. Alors, pour parler du renouvellement de l'intelligence, justement, est-ce qu'on peut analyser l'environnement professionnel qu'il y a autour? Alors, c'est tout l'intérêt du sujet, à mon sens, parce que nous évoluons dans un environnement aujourd'hui qui a un besoin qui nécessite de la performance. Vous voyez, nombreux sont ceux qui restent dans les stades d'efficacité, probablement, et peu sont ceux qui arrivent, un peu moins que ceux qui sont performants, peu sont ceux qui arrivent à l'efficience, d'accord? Mais ce qui est souhaité en entreprise, ce qui est voulu en entreprise, c'est la performance. Et souvent, on confond les deux éléments. Je me permets de donner la définition de ces mots suivant plusieurs penseurs qui pensent que l'efficacité, c'est d'atteindre un résultat, quels que soient les moyens engagés, d'accord? Donc, plus mieux on atteint le résultat, on est efficace. Mais c'est banal en entreprise. C'est très banal en entreprise. En entreprise, le premier niveau qu'on vous demande, c'est d'être efficient. C'est donc atteindre le résultat avec le peu de ressources engagées. D'accord? Pas seulement de la ressource financière. Il y a de la ressource financière, matérielle, humaine, et le temps qui est aussi une ressource très rare, d'accord? Mais la performance, c'est une efficience prolongée, une efficience répétée, une efficience qui perdure. Et c'est ce dont a besoin une entreprise, d'accord? Et c'est ce dont a besoin tout individu qui évolue dans un écosystème. Et c'est en cela qu'il y a le sens totalement de la question de renouvellement de l'intelligence pour plusieurs raisons. Déjà parce que, vous voyez, les défis changent de forme. Les défis sont évolutifs. Ce qui nous permettait de faire quelque chose hier, aujourd'hui, avec le changement de l'environnement, peut ne plus être, les variantes vont changer. Il y a des variantes qui vont s'ajouter. Ce qui fait que la manière dont on fonctionnait hier peut ne pas être la bonne manière par laquelle on doit fonctionner aujourd'hui, d'accord? Ce qui nécessite de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, d'accord, pour pouvoir performer, d'accord? Et ensuite, quand on évolue, on rencontre de nouveaux défis. Donc nos connaissances d'hier, nos acquis d'hier peuvent ne plus servir à nos défis du moment. Ce qui fait que l'homme, en tout cas en quête de succès, et je le rappelle, nous abordons des thématiques qui nous portent à cœur, qui nous tiennent à cœur, parce que nous n'avons pas de prétention d'être des succès, mais nous désirons et nous avons la ferme assurance que nous sommes des succès en devenir. Et le succès est une problématique pour nous que nous étudions et qui est le sujet de nos méditations, d'accord? Et donc l'homme en quête de succès est obligé, par la nécessité de s'adapter, à toujours renouveler son intelligence, à toujours apprendre, à être dans une quête d'apprentissage continu pour pouvoir relever les défis qui se présentent à lui. Alors, toujours dans l'aspect professionnel, cette nécessité de performance, à quel moment est-ce qu'elle se déclenche? Est-ce forcément l'environnement professionnel? Est-ce les directives que l'on reçoit? Ou est-ce au travailleur lui-même à un certain moment de décider d'avoir cette exigence-là? Alors, les deux niveaux peuvent déclencher ça. Mais l'idéal, ce serait que le travailleur lui-même, l'être humain lui-même, l'employé lui-même, puisse déclencher ce processus-là. Parce que vous voyez, nous voulons nous améliorer constamment.
Malheureusement, nous voulons nous améliorer sur de mauvaises variables. Souvent, c'est la condition de vie que nous voulons améliorer. Souvent, c'est le gain que nous voulons améliorer. Mais nous perdons de vue que l'amélioration externe provient d'abord de l'amélioration interne. D'accord? Donc, l'idéal, ce serait que ce soit l'employé lui-même, l'agent lui-même, l'individu lui-même qui déclenche ce processus-là. Et il y a des prérequis. Il y a des prérequis et le temps ne nous permet pas de survoler tous les prérequis, mais je veux évoquer deux. Le premier, c'est l'introspection. Vous voyez, l'autosatisfaction, j'ai envie de dire, peut nous tuer. Nous devons être dans une attitude d'introspection permanente, de s'analyser, de s'autocritiquer, d'analyser tout ce que nous faisons et de nous poser la question: qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien. C'est dans l'introspection que nous pouvons détecter nos défauts, nos défaillances, les choses que nous faisons et que nous ne faisons pas bien ou que nous pouvons faire mieux que la façon dont nous le faisons. Vous voyez? Donc, au lieu que ce soit la hiérarchie qui vient me taper dessus par rapport à quelque chose que je ne fais pas bien, ce qui va engendrer beaucoup de frustration, beaucoup d'aigreur et souvent peut engager des émotions qui ne sont pas les bonnes émotions, les émotions de la productivité. Il faille que moi-même, je m'autocritique. D'accord? Et ça nous permet de relever nos défauts. D'accord? Ensuite, le deuxième levier, c'est l'analyse de ses capacités. Et ça, j'ai envie de dire que plus je côtoie des gens, plus je me rends compte que dans l'environnement professionnel, on évalue très mal, on surévalue par moments nos capacités. Dans mes séminaires, j'ai l'habitude de poser la question à ceux que j'ai en face de moi. Je leur demande de faire un exercice. Une fois qu'ils arrivent à la maison, et je demande à tous nos téléspectateurs de pouvoir faire cet exercice, ce soir, avant de vous coucher, posez-vous la question: et si je démissionnais aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendra de mon entreprise? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça serait un cataclysme? Est-ce que ça serait une information qui crée un séisme au niveau de l'entreprise? Tellement votre départ peut être bouleversant. Malheureusement, dans 80% des cas, c'est un non-événement. Mais les employeurs même vont se dire: oui, c'est nous qui faisons, oui, vous faites quelque chose. Mais est-ce que vous ne vous évaluez pas au-delà de ce que vous faites? Est-ce que vous ne mettez pas de l'émotivité dans votre évaluation vis-à-vis de vous-même? D'accord? Donc il faut évaluer ses capacités de façon objective. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je n'apporte pas? Où est-ce qu'on m'attend? Pour pouvoir, est-ce que j'ai les capacités pour atteindre là où on m'attend? Quelles sont mes ambitions? Est-ce que j'ai les compétences requises pour prétendre à ces ambitions? Donc ce sont des questionnements qui engendrent donc de connaître ces points d'amélioration et de commencer à y travailler. Voilà. Alors, dit ainsi, on se rend compte que dans le processus justement de renouvellement de l'intelligence, on a forcément cette nécessité de s'adapter. Absolument. Absolument, il faut s'adapter, comme je l'ai dit, il faut s'adapter à son environnement. Je l'ai dit, ce que vous avez appris hier, pas qu'il n'est pas d'actualité, il a évolué. La manière dont vous agissez hier, les variables qui permettaient que vous ayez peut-être du succès dans telle ou telle activité, les variables peuvent changer. D'accord? Vous pouvez faire la même activité, mais avec des variables différentes. Et quand des variables nouvelles arrivent, la façon de répondre donc à la problématique va changer ou va évoluer. Donc on est obligé de nous adapter. On est obligé de nous réinventer. Ouais, d'accord? Et donc, et ça passe par l'observation, ça passe par tout ce que j'ai déjà dit, par cette introspection constante, par la mesure froide de nos capacités, de ce que nous savons faire, de ce que nous ne savons pas faire, la reconnaissance de ce que nous ne savons pas faire, qui est l'attitude de s'accepter, parce que plein de fois on veut juste vanter nos qualités, mais on ne veut pas accepter nos défauts, alors que le premier point d'amélioration, c'est d'accepter là où nous avons failli, et c'est ce qui nous donne, nous, de travailler à corriger cet élément. Est-ce que le fait de faire face à de nouveaux défis est synonyme nécessairement d'une certaine évolution? Probable, ça dépendra des cas. Je ne dirais pas que c'est synonyme d'une évolution, mais ce qui est certain, c'est qu'une évolution va engendrer de nouveaux défis. Ça, c'est certain.
Parce que vous étiez dans quelque chose, vous passez à une autre étape, mais avec des acquis de l'étape inférieure. Et avec des informations, vous voyez que c'est l'information qui dirige, et avec des nouvelles informations, de nouvelles données. Et donc ces nouvelles informations vont engendrer de nouveaux défis auxquels vous n'étiez pas peut-être préparé. Voilà. Alors, quels sont les préalables qu'il faut nécessairement lorsqu'on veut aller vers le renouvellement de l'intelligence, lorsqu'on veut transcender un certain nombre de défis? D'accord. Alors, au-delà de l'introspection que j'ai déjà dit, au-delà de la capacité à s'autocritiquer et puis à évaluer de façon objective ses capacités, il faut dire que il faut avoir une attitude ouverte. Plein de gens, j'aime bien ce livre-là, Désapprendre pour mieux apprendre. Parce que plein de gens restent coincés dans leur paradigme. J'ai l'exemple comme ça d'une amie à qui je disais la dernière fois, j'ai dit, mais tu sais, pourquoi tu n'arrives pas à relever tes défis? Parce qu'en réalité, tu apprends avec la prétention de connaître. Quand tu lis un livre, avec la prétention de connaître déjà, tu n'apprends rien. Donc, quand tu n'es pas ouvert à de nouvelles informations, quand tu surévalues tes capacités, ce qui va se passer, c'est que tu peux apprendre, mais cet apprentissage ne sert pas. D'accord? Donc ça, c'est un premier levier. Il faut savoir se départir de ses connaissances, remettre en question ses connaissances ou ses convictions anciennes pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Ensuite, il faut aussi appliquer. Parce que je lui disais dans le même exemple, une chose est d'apprendre des choses, une autre est d'appliquer ces choses-là. Si tu n'appliques pas, rien ne va se passer. Absolument rien ne va se passer. Donc, les préalables, c'est vraiment se mettre dans une posture d'ouverture, d'accord, d'humilité, pour pouvoir se réinventer. Et dans ces préalables, lorsqu'on parle justement de par exemple, mesurer ses propres qualités, comment être sûr de ne pas faire de la surmesure? D'accord. Alors déjà, il faut le mesurer avec froideur. On a déjà eu l'émission sur le processus de prise de décision et M. Abdul Karim Bandé, que je salue au passage, a fait savoir qu'il ne faut pas décider avec de l'émotion. D'accord? Donc vous-même en évaluant, ne mettez pas de l'émotion. D'accord? Mais ensuite, il y a les retours que vous avez. Il y a les retours que vous avez de ceux qui sont autour de vous, de ceux qui vous côtoient au quotidien, qui souvent promptement peuvent vous faire des remarques. Ils sont peu dans notre environnement qui acceptent, parce que nous vivons aussi dans un monde où les gens aiment plutôt aduler que de dire la vérité par moment. D'accord? Mais il faut savoir reconnaître autour de nous ceux qui savent nous dire la vérité et ceux qui savent nous observer et nous dire ce que nous n'avons pas pu observer nous-mêmes. D'accord? Il faille aussi aller vers ces feedbacks-là. Il faille aussi que nous puissions aller vers ce questionnement autour de nous, poser la question: qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais? Et en entreprise, c'est à cela que sert une évaluation. L'évaluation qu'on fait en fin d'année ou à mi-parcours sert à te dire à toi, l'agent, voilà comment tu as fait le travail, voilà comment nous on aurait souhaité peut-être que tu fasses le travail, voilà des éléments qui pour nous sont des éléments d'insatisfaction. Au lieu de le prendre, vous allez voir qu'on va le lier maintenant, au lieu de le prendre comme on me charge, on ne m'aime pas, j'aime dire à mes collaborateurs par moment, j'ai pas comment je dis, une arme sur la tempe pour travailler avec vous. Je peux décider de dire je ne travaille plus avec vous, mais si je travaille avec vous, c'est que je veux travailler avec vous. Et je pense que dans les entreprises, on vous garde parce que oui, on veut travailler avec vous. Vous n'êtes pas totalement parfait, vous avez des éléments à améliorer, mais vous avez un peu que vous apportez. D'accord? S'accepter aussi, c'est pouvoir voir cette qualité-là, ce peu que je peux faire, et pouvoir voir la distance entre ce peu que je peux faire, l'écart que je ne peux pas faire et ce que j'ambitionne pouvoir faire. D'accord? Donc ce sont des leviers comme ça qui peuvent nous permettre déjà de détecter nos éléments de faille. Parce qu'il faut renouveler, il faut apprendre, mais il faut apprendre là où nous ne connaissons pas. Il faut renouveler notre intelligence sur nos faiblesses, sur ce que nous ne savons pas. Même si, également, il faut perfectionner ce que nous savons faire aussi. Et dans l'environnement professionnel, il y a malheureusement ces personnes aussi qui ont du mal à accepter la critique, qui ont du mal à accepter que l'on apporte un plus à ce qu'ils ont déjà fait. Alors, ça, c'est un danger. La critique ça fait pas plaisir. Hein. Personne n'aime la critique au fond. Ça ne le fait pas plaisir.
D'accord? Quand tu critiques, tu veux dire qu'il n'a pas bien fait. Donc, il y a un sentiment de malaise, de mal-être quand il reçoit la critique. Mais l'individu doit pouvoir savoir après, s'asseoir et analyser jusqu'où la critique est fondée. Parce que par moment, on peut vous charger et puis c'est pas fondé. Mais ça demande de l'objectivité. Jusqu'où c'est fondé? Jusqu'où cette remarque-là est vraie? Elle est fondée. Si oui, elle est vraie, ça veut dire que je dois m'améliorer. Je dois le travailler, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que moi qui reçois la critique, même moi qui vous parle, si vous me critiquez, ben ça ne me fait pas plaisir. Je suis frustré, ça me fait un peu mal. Mais je vais dépasser cet état de mal. Je vais dépasser cet état de frustration parce que je vais d'abord estimer que la critique que vous me faites est un acte d'amour. Le fait que vous considérez que je peux m'améliorer et que je peux faire des choses plus grandes que ce que je fais déjà. D'accord? Donc pour moi, c'est un paradigme. Donc voir cela en acte d'amour me permet de dépasser cette critique et de trouver les éléments dans la critique qui sont des éléments, des points d'amélioration pour moi et d'y travailler. Alors pour ce téléspectateur ou cet auditeur qui nous suit, qui nous écoute et qui veut se poser la question, mais au fil du compte, comment est-ce qu'on arrive à renouveler son intelligence finalement? D'accord. Alors il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens, tout dépend de là où vous êtes, tout dépend de vos défis, tout dépend de ce que vous avez sous la main. D'accord? L'un des premiers moyens, c'est la formation. D'accord? Et c'est en cela que j'ai envie de dire, beaucoup pensent que la formation, l'intérêt de la formation, c'est d'avoir un diplôme. Non, c'est la connaissance qui précède le diplôme. Et c'est cette connaissance que vous allez appliquer pour en bénéficier. Le diplôme n'est qu'un moyen, une clé, une preuve, une présomption de preuve de connaissance que vous avez. D'accord? Et elle peut vous ouvrir des portes, mais pour que vous restiez dans la maison, c'est les connaissances. D'accord? Donc la formation est extrêmement importante. Et c'est pourquoi vous allez voir des hauts cadres, des hauts dirigeants, des opérateurs économiques que je ne vais pas citer, mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui vont aller dupliquer des MBA, qui vont dupliquer des masters, des doctorats. Ils ne le font pas pour aller déposer ses dossiers quelque part pour être employé de quelqu'un. Il est son propre employeur, mais il connaît la nécessité, l'exigence de continuer sa formation. D'accord? Donc la formation est un levier. Et au-delà de ce levier, par exemple, pour ces hauts cadres, il faut savoir que quand tu payes un MBA, ils peuvent mettre facilement 11 millions, 40 millions pour aller faire un MBA, mais en même temps aussi c'est une opportunité de réseau, c'est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, donc d'avoir des perspectives différentes, des perceptions différentes. Et ça nous enrichit énormément. D'accord? Donc la formation, qu'elle soit diplômante, qu'elle soit certifiante, est un moyen de renouveler notre intelligence. Donc déjà là c'est important. Mais qu'en est-il de celui-là qui apprend tout de lui-même, qui est autodidacte? Absolument. Et ça, même si vous faites des formations certifiantes, même si vous faites des formations diplômantes, cette attitude d'autodidacte est une nécessité. C'est une nécessité parce que vous n'aurez pas toujours le temps. Vous n'aurez pas toujours l'énergie, vous n'aurez pas toujours les ressources financières probablement pour pouvoir prétendre à ces certifications ou à ces formations diplômantes. D'accord? Donc, il faut l'associer à cette attitude d'autodidacte. Un de mes étudiants qui me disait, monsieur, mais pourquoi vous tout le temps vous lisez? J'ai dit, mais je ne lis pas parce que je veux, je lis parce que je dois, pas parce que je veux, parce que c'est une nécessité. Et c'est une nécessité pour moi de découvrir. C'est une nécessité pour moi de continuer à me former. C'est une nécessité pour moi. Parce que je rappelle que vos performances d'hier sont passées. Ça ne sert plus. Si vous vivez dans le passé, mais vous êtes mort, ça ne sert plus. Aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez fait pour une entreprise, si aujourd'hui vous ne faites plus rien, ne dites pas que l'entreprise est ingrate. L'entreprise a besoin de performance. L'entreprise a besoin donc de performer. D'accord? Donc, lecture, utiliser à bon escient Internet. D'accord? Au lieu de passer le temps dans le divertissement, il faut vraiment passer le temps à rechercher, à poser des questions, à savoir utiliser les mots-clés parce que justement dans la recherche, l'une des problématiques c'est les mots-clés. Si vous posez mal votre problème, vous aurez de mauvaises solutions. Donc il faut apprendre, c'est un art, il faut apprendre également à le faire. D'accord? Le choix des œuvres à lire, et j'encourage en tout cas que quand vous avez un sujet, explorer le sujet jusqu'au bout avant de passer à un autre sujet. Parce que malheureusement encore, certains lisent, ce qui est très bien à leur actif, mais ils lisent tout.
et en même temps. Ils n'ont pas le temps d'appliquer ce qu'ils lisent. Et donc, ils n'ont pas le temps de permettre à ceux qui lisent aux nouvelles connaissances de s'imbriquer en eux et de produire le résultat qu'eux-mêmes escomptent au travers de leur lecture. Et quelle est la place, pour terminer, du mentorat? Alors, lui, il nous permet de gagner énormément du temps. Énormément. Ma carrière, je dois ma carrière à mon mentor. Carrément. Depuis l'école, qui a commencé à me questionner sur des sujets, à m'envoyer des sujets, qui m'a permis de réfléchir à des problématiques qui n'étaient même pas les miennes en son temps, mais qui étaient des problématiques à venir. D'accord? Donc, le mentorat est un excellent moyen. C'est un modèle et vous pouvez le trouver autour de vous, dans votre domaine, dans un aspect. Quelqu'un qui a réussi à quelque chose et qui connaît le chemin. Et donc, il va nous donner son avis, il va nous guider. Et c'est une relation qu'il faut construire. Ça ne se fait pas parce que plus je côtoie les gens qui ont du succès, plus je me rends compte qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et ça nécessite beaucoup de préparation. Si vous ne savez même pas, vous, où est-ce que vous voulez aller, il y a de fortes chances que votre relation de mentorat n'aboutisse pas. Mais si vous savez exactement où vous voulez aller, c'est le chemin que vous ne connaissez pas, mais le mentorat est un excellent moyen. Est-ce que vous avez un dernier mot, Ibrahim Sanogo? Alors, mon dernier mot, ce serait d'encourager donc tous nos téléspectateurs, auditeurs, à cultiver cette attitude d'auto-apprentissage, d'apprentissage continu. Et nous sommes dans le mois de Carême, nous sommes dans ce mois béni. Et en tout cas, mon cri de cœur serait que nous tous, nous puissions nous intéresser à la relation avec Dieu, à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Que l'amour soit notre partage. Merci à vous, Ibrahim Sanogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Merci, je referme ce numéro du Déj Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu vous lendemain pour un autre numéro. Bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Twi TV, la télé interactive.